Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'Université d'Ottawa parce que nous avons en entrevue un chercheur, ancien professeur de cette université qui viendra nous entretenir sur des sujets chauds d'actualité. Pour en savoir plus, restez des nôtres. Je vous présente cette entrevue après ce qui suit. On entend plein de choses par rapport à la pandémie qui bat son plein actuellement. Tantôt des informations qui peuvent être controversées par rapport à d'autres sources d'informations. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un chercheur, un ancien chercheur et professeur titulaire de l'Université d'Ottawa qui a pratiqué plusieurs domaines de la science, qui était financé par une agence nationale, qui a dirigé un laboratoire reconnu internationalement, qui a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques importantes, publié également plusieurs essais de commentaires sociaux. Aujourd'hui, il est également chercheur, toujours chercheur, à l'Association des libertés civiles de l'Ontario. Monsieur Denis Rancourt, bonjour. Bonjour Jean-François. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de cette pandémie-là. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui 3 axes. Pandémie, j'aimerais avoir votre position par rapport à la pandémie. 2 mots qui font partie maintenant de notre langage à travers le Canada, je dirais peut-être même à travers le monde entier. Distanciation sociale et confinement. Et j'aimerais qu'en conclusion, qu'on puisse regarder tout l'aspect au niveau du masque. Quelle est votre position par rapport à cette pandémie-là? Ben, ça va vous sembler un peu radical, là, ce que je vais vous dire, là, mais il n'y a pas eu de pandémie. Parce que la façon de regarder les données les plus robustes, les meilleures données, c'est de regarder la mortalité, toutes causes confondues. Quand on regarde la mortalité, toutes causes confondues, par semaine, ça donne un graphique qui peut s'étaler sur plusieurs décennies, qui montre toujours un maximum, une espèce de bosse surélevée l'hiver. Il y a toujours une bosse l'hiver de la mortalité, toutes causes confondues. Après ça, il y a un creux l'été, une bosse l'hiver, un creux l'été. C'est un patron extrêmement régulier. Et la raison, l'existence de ce patron-là, c'est dû aux infections de maladies respiratoires virales. Parce que les virus se propagent l'hiver. Pourquoi est-ce qu'ils se propagent l'hiver? Parce que le mode de transmission, c'est à travers des très fines particules aérosols en suspension dans l'air. De telles particules aérosols sont stables dans l'air et font partie du fluide de l'air si l'humidité absolue est basse, l'hiver, donc l'hiver. Dès que l'humidité absolue augmente l'été, ces particules chutent et elles s'agglomèrent, il y a de l'eau qui se condense sur elles, puis elles sont évacuées par la gravitation. Et ces maladies-là ne se transmettent pas l'été, pour cette raison-là. Pareillement, ces mêmes maladies-là ne se transmettent pas dans les pays équatoriaux. Il faut être à une certaine mi-latitude, là, soit dans le nord ou dans l'hémisphère sud, et c'est toujours l'hiver. Donc, c'est inversé dans l'hémisphère sud. Et donc, cette transmissivité-là, elle est super bien comprise et elle a été expliquée grâce à ce phénomène de l'humidité absolue depuis une décennie. Ça fait 10 ans. Depuis des études importantes, là, vraiment un breakthrough scientifique, là, 2010, Sharman et al. Ont démontré ça de façon absolument convaincante. Et donc, on connaît le mode de transmission de toutes les maladies virales respiratoires. À travers ces particules-là, on comprend donc pourquoi c'est saisonnier et on voit, une année après l'autre, à peu près la même mortalité. On appelle ça la charge hivernale de la mortalité, toutes causes confondues. Elle est à peu près la même à tous les ans. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Comment on peut justifier alors la mise en quarantaine et tout ce qui est arrivé à partir du mois de mars? Puis on a vu vraiment comme une accentuation par rapport au taux de mortalité, alors qu'on était probablement en fin de saison? Ce n'est pas justifié. C'était une pandémie de propagande, une pandémie c'était de l'ingénierie sociale, c'est de la propagande, c'est fabriqué de toutes pièces, dans le sens que, oui, il y a des infections virales respiratoires, comme il y a à tous les ans, à tous les hivers, et il y a toujours une panoplie de virus qui sont impliqués là-dedans, parce qu'il n'y a jamais juste un virus qui est impliqué. Il peut y avoir, même les virus pour lesquels on a beaucoup développé une immunité naturelle, ils coexistent dans la population quand même, puis il y a des individus qui peuvent être infectés par ces virus-là. Quand on analyse
l'infection d'une personne, souvent on trouve plus qu'un virus actif qui fait partie de l'infection. Alors donc, il y a toujours cette panoplie de virus-là, mais ce qui est important de comprendre, c'est que, à savoir si la personne est à risque de mourir, comment est-ce qu'on détermine ça? C'est question de façon prédominante de l'état de santé, d'immunité de cette personne-là. Parce que ces virus-là sont toujours à peu près pareils. Mais quand vous parlez d'à peu près pareil, ça m'amène une question à brûle-pourpoint comme ça. Il semble que lorsque ce virus a débuté en Chine, il semblait nettement plus virulent que ce qu'on a connu ici au Québec ou au Canada. Non, je ne crois pas qu'il était plus virulent. Je veux dire, quand on observe un virus qui frappe un hôpital ou qui frappe une population vulnérable, immuno-vulnérable, quand on observe ça, c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus d'entrée à l'hôpital localement où cette population-là est infectée. Et s'il y a une équipe de virologues et de médecins ou de médecins-chercheurs qui prennent la peine d'analyser, puis qu'ils arrivent à trouver une évidence comme quoi il y a une variété de virus qui est originale ou qui est nouvelle, il y en a toujours, eh bien là, ils vont dire qu'il y a une nouvelle maladie. Dès qu'on dit nouveau virus, nouvelle maladie, ça excite tout le monde, les chercheurs, tout le monde se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette maladie-là? Mais en fait, en réalité, d'un virus à l'autre, il y a toujours à peu près les mêmes satellites de symptômes. Pour les maladies respiratoires virales, là, je parle. Il y a toujours à peu près, en gros, les particules aérosols qui transmettent le virus, que j'expliquais tantôt, ils entrent par les poumons. Ça, c'est le mode d'entrée. Il y a l'infection, donc, au niveau des poumons, puis ça peut monter. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes choses qui se passent et les taux de mortalité sont toujours à peu près les mêmes, dans le sens que cette charge hivernale est toujours à peu près la même. Il faut comprendre qu'il y a des conditions de comorbidité. Hein? Il y a des personnes qui ont des conditions cardiaques, il y a toutes sortes de personnes fragiles dans les hôpitaux. Et quand en plus ils sont infectés par un virus comme celui-là, un virus comme ça, quand ça rentre dans les poumons, ça exige une réponse immunitaire immédiate et très exigeante. Au niveau de l'énergie métabolique, là, tout le système se met en branle et même notre système va fermer des fonctions qui sont moins essentielles parce que ça devient une question de survie. Exact. Alors, l'exigence métabolique est très grande quand on se fait infecter comme ça. Et si on a besoin d'une énergie métabolique pour combattre d'autres conditions, il y a donc une compétition et c'est là que les gens peuvent mourir. Est-ce que ce sont de vrais décès COVID? C'est très difficile d'attribuer les causes de décès dans des conditions comme celle-là. Dès qu'on a des conditions d'épidémie virale, d'une maladie comme celle-là, comme je viens d'expliquer, dès qu'il y a des causes de comorbidité, donc de vraiment attribuer la cause du décès dans des conditions où il y a toujours nécessairement plusieurs choses qui se passent, c'est presque impossible. C'est pour ça qu'en tant que chercheur, on n'essaye même pas de faire ça. Et en plus, il est reconnu, les chercheurs reconnaissent que d'essayer d'attribuer la cause de mortalité dans des conditions comme ça, c'est très biaisé. C'est biaisé par les médias, c'est biaisé par les collègues, c'est biaisé par les attentes. C'est extrêmement un processus biaisé, même si on a des tests qui eux-mêmes peuvent être très imprécis, surtout quand ils sont développés à l'épouvante, parce que soi-disant il y a une pandémie, etc. Donc, plutôt que d'essayer de faire la part des choses dans tout ça, là, c'est pour ça qu'on regarde la mortalité toutes causes confondues. Et c'est là qu'on voit, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Quand on regarde l'air sous cette courbe-là de mortalité, toutes causes confondues par semaine, ça donne la charge de mortalité hivernale. Elle n'est pas différente, elle n'est pas statistiquement différente que pour les dernières 10, 20, 30 années. Okay? Ben, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu comme une catastrophe dans le genre. On peut voir des mortalités augmenter en pic, des fois, par exemple, quand il y a un tremblement de terre dans une région qui écrase les gens dans les buildings, qui cause de la maladie, etc. Là, on peut voir des pics comme ça. Mais il n'y a pas eu de catastrophe de ce type-là. Ce n'est pas un pathogène tellement nouveau et virulent qu'on peut détecter une augmentation totale dans cette charge hivernale de mortalité. Vous avez fait une déclaration choc dans un de vos ouvrages, puis je vais la citer parce que ça m'a comme interpellé. C'est caractéristique du pic COVID
ainsi qu'un examen de l'histoire épidémiologique et des connaissances pertinentes sur les maladies respiratoires virales, amènent à postuler que le pic COVID résulte d'un homicide de masse accéléré de personnes immunuvulnérables et de personnes rendues plus immunuvulnérables par des actions gouvernementales et institutionnelles plutôt que d'être la signature épidémiologique d'un nouveau virus, quel que soit le degré de nouveauté du virus du point de vue de la spéciation virale. Oui. Selon vous, toute cette histoire de COVID est la signature probable d'un homicide de masse? Bien, écoutez, là, il faut que j'explique un peu cet énoncé-là, puis le contexte de cet énoncé-là. C'est parce qu'il y a deux choses. Premièrement, quand on prend la charge hivernale totale, elle n'a pas augmenté comparé aux décennies passées. Par contre, quand on regarde les données, quand on regarde la courbe de mortalité, toutes causes confondues, en fonction du temps, disons par semaine, là, on s'aperçoit qu'il y aurait un espèce de maximum qui a une apparence normale et habituelle, suivi d'un pic très fin, très à pic, et qui ne dure pas longtemps, qui ne représente pas énormément de morts à l'échelle d'un pays, mais qui est quand même un pic distinct, qui se voit et qui se mesure. Et donc, il faut se questionner qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Parce qu'un pic comme ça n'a jamais été vu dans le passé. Quand on regarde les charges hivernales puis ces courbes épidémiologiques, on ne voit jamais un pic si fin, qui est si abrupt et qui a lieu si tard dans la saison hivernale. Okay? Donc, ça nous met la puce à l'oreille, si on veut. On se dit, OK, qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Et après ça, quand on le regarde, ce pic, il est fin, là, il se termine dans 3, 4, 5 semaines. Il y a une montée très subite des morts, toutes causes confondues, et ensuite une chute. Et il est initié exactement en même temps dans tous les pays où il a lieu, c'est-à-dire à la date où l'OMS a déclaré la pandémie et a recommandé formellement à tous les pays de préparer leurs hôpitaux pour une entrée très grande de patients. Et donc, il y a eu des réponses gouvernementales. Pas toutes les juridictions ont fait la même chose, mais les juridictions qui ont suivi ces recommandations-là et qui l'ont pratiqué d'une certaine façon ont eu ce pic, qui a eu lieu exactement au même moment, juste au début du pic, là, et qu'il est monté en flèche là, à la date de cette déclaration-là et de cette demande-là. Bon, mais il n'y a pas un virus dans l'histoire de la biologie qui peut agir simultanément à travers des continents et se mettre à causer des morts instantanément, en même temps, partout. Donc, ce n'est pas un pic naturel. Ce que vous voulez dire, si je comprends bien, ça veut dire qu'on soit en Chine, en Afrique, aux États-Unis, en Australie ou bien au Canada, il y a eu un pic simultané à travers tous ces continents-là, tous ces pays-là. Partout où il y a eu cette montée qu'on peut voir dans les données, c'est arrivé en même temps. En Chine, l'histoire est un peu plus compliquée, là. Je comprends. Puis il y a aussi de la politique qui est impliquée, etc. Mais si on regarde beaucoup de juridictions en Europe et aux États-Unis, au Canada, au Québec, en France, en Angleterre, ce pic-là a lieu de la même façon, en même temps, de façon synchrone. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même pic-là, anormal, qui serait dû à l'intervention des gouvernements, d'après moi, n'a pas eu lieu dans plusieurs États aux États-Unis, et des grands États. Okay? Donc, d'un État à l'autre, il peut avoir lieu, puis être très prononcé, comme à New York, par exemple, et dans un autre grand État comme le Texas, la Californie, il n'y a à peu près rien. Il n'y en a pas de pic comme ça. Il n'y a pas ce pic anormal. Est-ce que ce serait dépendamment de l'allégeance politique, par exemple? Ben, il y a aussi cette relation-là qu'il y a eu des pics très prononcés, surtout dans des États démocrates. OK? Mais bon, c'est pas parce que c'est un État démocrate qu'il va y avoir ça, mais c'est plutôt à cause des politiques gouvernementales. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Québec et partout où il y a eu cette accélération de la mortalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs choses qui risquaient beaucoup d'augmenter rapidement la mortalité. On a vidé les lits les places de soins intensifs dans les hôpitaux. On a mis ces gens-là dans d'autres institutions où ils avaient moins de soins et on a fait ça sans trop vérifier s'ils n'étaient pas déjà infectés par je ne sais pas quoi. Okay? Il n'y a pas eu un contrôle très bon.
Et donc, on les a envoyés dans d'autres institutions. Dans ces institutions-là, on a décidé de pratiquer l'isolation. On s'est dit, c'est des personnes vulnérables, donc fini les visites. On a fermé les portes, il y a eu moins de personnel pour s'occuper de ces gens-là et il n'y avait plus de visites familiales. Alors, les quelques personnes qui étaient infectées, il va toujours en avoir, les aérosols se répandent dans l'air et sont en suspension dans l'air longtemps. Il y a moins d'air qui est échangé avec l'extérieur parce que les portes s'ouvrent moins souvent, il y a moins de contact. Et en plus, ces mêmes personnes-là qui sont dans un milieu où il y a cette haute densité de particules aérosols qui est porteuse de ces virus, en même temps, on les stresse énormément psychologiquement parce qu'il n'y a plus de visites, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de personnel pour s'occuper d'eux. Et donc, on crée exactement les conditions pour les tuer. C'est aussi simple que ça. Le stress psychologique, c'est un des plus grands facteurs qui peut affecter le système immunitaire et qui affecte et qui donne carrément plein de maladies. Et ça, les recherches scientifiques sont très claires là-dessus. Et donc, ces maladies-là, ce stress-là qui se transmet dans un stress immunitaire, plus l'infection, qu'elle soit COVID ou que ce soit n'importe tous les autres virus de maladies respiratoires qui sont courantes et qui peuvent être propagés l'hiver à cause de l'air sec, va faire en sorte qu'il va y avoir eu une accélération de la mortalité. Quand on est un chercheur émérite reconnu au Canada certainement et à l'international, vous avez fait plusieurs conférences dans votre carrière vous-même, quand on est un chercheur puis on réalise qu'on a la société ou le monde entier a été dupé par une fausse pandémie, c'est quoi le premier sentiment qui nous revient? Qui monte dans l'esprit par rapport à... Écoutez, je ne vais peut-être pas donner la réponse que vous attendez à recevoir. Là. Ah, je ne m'attends pas à une réponse, je pose des questions, c'est tout. Non, je sais, mais je veux dire, c'est peut-être pas une réponse que la plupart des gens penseraient entendre. À chaque fois que je m'adonne à regarder la télé et que j'entends les propos des politiciens et des soi-disant experts, je suis étonné par l'abrutissement qu'on subit. Et donc, ça ne me surprend plus. Et donc, où sont les plus grandes erreurs? Où sont les choses qui nous font le plus de tort? Est-ce que c'est le COVID? Est-ce que c'est de répandre du glyphosate sur toute la nourriture qu'on mange? Partout, parce que les compagnies qui contrôlent les OGM les ont développés pour qu'on puisse utiliser beaucoup de glyphosate pour que ça coûte moins cher et créer une dépendance là-dessus, puis ensuite on est tous empoisonnés au glyphosate. Est-ce que ça, c'est un plus gros crime? Parce que c'est connu que ça cause plein de différentes sortes de maladies. Il y a toute une panoplie de maladies qui sont causées par ça. Est-ce que c'est un plus gros crime de traiter les cancers comme on les traite, de faire souffrir les gens de façon absolument effrayante, sans jamais qu'il y ait de tests de comparaison, sans jamais qu'on puisse démontrer que ce traitement est meilleur qu'aucun traitement, parce que c'est maintenant considéré pas éthique de faire ces tests-là. Je veux dire, on n'a même plus le droit de poser la question. Est-ce que ça, c'est plus endommageant pour la société, etc., etc. À un moment donné, on n'est plus tellement épaté. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à le signaler, appuyer les gens qui se prononcent contre ça, les appuyer avec des informations, les appuyer avec des encouragements et travailler dans mon association, qui est cette association des droits civils. C'est quoi du désir de Justin Trudeau de légiférer contre tous ceux qui auraient un discours différent de l'OMS par rapport à la COVID-19? C'est absolument épouvantable. Je veux dire, de penser qu'on est arrivé là, on perd complètement la liberté d'expression. On perd, et toujours sur des prétextes de nous protéger. Toujours ce prétexte que ça peut être endommageant. Moi-même, je me suis fait, en anglais on dit deplatformed, en français c'est censuré si on veut, d'un site scientifique très connu qui est le ResearchGate. Mon article sur les masques, vous voulez parler des masques tantôt, avait été lu 400 000 fois par des chercheurs sur ResearchGate. Wow. Et ils l'ont, sans explication vraiment, ils l'ont enlevé. Et ils m'ont envoyé un petit message en disant « On a enlevé votre article parce qu'on estime
qu'il n'est pas scientifique et que ça traite des sujets controversés. Alors, j'ai écrit directement aux dirigeants de la compagnie, puis j'ai dit, écoutez, c'est une revue de la littérature scientifique dans les journaux scientifiques. Ça ne peut pas être pas scientifique, ce n'est que ça. Et en plus, est-ce que vous êtes en train de me dire que des écrits scientifiques ne peuvent pas traiter des sujets controversés? Alors là, les deux chefs d'entreprise de cette compagnie m'ont répondu et ils ont dit, non, finalement, notre vraie raison, si on veut, c'est que votre article était trop lu et on estime que ça pourrait être un danger pour la santé publique de montrer des données ou d'avancer des données qui suggèrent qu'il n'y a pas d'avantage à porter un masque. Et donc, après ça, les médias, heureusement, en ont parlé de cette censure. Et l'article a été publié dans les médias, dans une média de masse aux États-Unis et a pu être vu de cette façon-là. Et j'ai trouvé un autre site scientifique où je pouvais publier le même article, donc je l'ai mis là, etc. Mais ça montre à quel point, là, l'establishment tient beaucoup au masque. Pour quelle raison, selon vous? Est-ce que c'est justifié? Non, absolument pas. Mes études de la littérature scientifique démontrent de façon non ambiguë qu'il n'y a aucun avantage en termes de réduire le risque d'attraper une maladie virale respiratoire. OK, aucune. Donc, il y a eu plusieurs études très sérieuses. En anglais, on appelle ça des randomized control trials. Avec verified outcome. Alors, ça veut dire qu'on teste vraiment si la personne a été infectée. On ne lui demande pas c'est quoi vos symptômes, quand est-ce que vous avez eu des symptômes. En utilisant des mesures de laboratoire, on établit que la personne a été infectée. Alors, si on prend que des mesures comme ça, où on élimine toute chance de biais dans la mesure, dans l'observation, il y en a eu plusieurs. Et toutes ces études-là n'arrive pas à déceler un avantage statistiquement valable de porter un masque versus pas en porter un par rapport à l'infection. Ce serait quoi dans ce cas-là les désavantages de porter un masque? Parce que vous êtes au courant, M. Rancourt, comme moi, on a vu dès le départ, l'OMS s'affichait comme quoi que le port du masque n'était pas obligatoire, n'était même pas suggéré pour les personnes en santé. Et depuis quelques semaines, on regarde dans les informations de l'Organisation mondiale de la santé, on semble avoir enlevé complètement les messages qui disaient que le masque était néfaste pour les personnes en santé. Puis aujourd'hui, on semble avoir changé notre fusil d'épaule, puis on encourage fortement, à travers l'OMS et à travers nos gouvernements, le port du masque. Ce serait quoi les désavantages? Mais premièrement, il faut dire que ce changement-là est vraiment surprenant parce que ça fait une décennie que tous les organismes de la santé, à peu près dans tous les pays internationaux, disent qu'ils ne recommandent pas le port du masque dans la population générale. Et souvent, ils vont expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des dangers associés à ça. Et ils vont expliquer ces dangers-là. Il y a des recherches qui montrent le potentiel de ces dangers-là. Bon. Et là, du jour au lendemain, l'OMS change son fusil d'épaule, change complètement sa position. Pensez-vous que c'est des moyens de pression de l'élite mondiale en haut qui subventionnent à coups de millions de dollars l'OMS? Personne m'a informé là-dessus. Je ne sais pas. Mais de toute évidence, ça a été une décision politique. Ça a été une décision qui n'avait rien à faire avec la médecine. Ou la science. Ou la science. C'était politique et ça a des grandes répercussions. Et ça montre à quel point l'élite tient à ce que la population soit convaincue du bénéfice du masque. OK? Puis là, on peut se poser la question pourquoi. Il y a des dangers associés au masque. OK? L'OMS elle-même, tout en recommandant l'utilisation des masques dans la population générale, dit mais par contre, il faut tenir compte du fait qu'il y a des vrais dangers qui sont potentiels, puis les énumère. Ouais. En d'autres mots, c'est comme s'il le recommandait à reculons. Ouais. Et OK, donc il n'y a aucun avantage qui a été démontré scientifiquement de la part du masque et il y a plein de dangers potentiels. Il n'y a aucune recherche scientifique non plus qui justifie le port du masque. C'est ça que je veux dire. Il n'y en a aucune. D'accord. Aucune. Et j'ai fait la revue de ces recherches-là qui ont cherché un avantage et qui n'en ont jamais trouvé. Et j'ai fait une revue détaillée de ces recherches-là et on a écrit avec mon association, j'ai été co-auteur sur une lettre où on a écrit au directeur général de l'OMS et on a dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Voici les données, voici les conclusions de tous les articles
Et votre position, même jusqu'à ce jour-là, c'était que vous reconnaissiez les dangers qui pouvaient être associés à ça. Puis il n'y a aucune raison d'avoir changé. Voici des exemples des articles les plus influents qui prétendent qu'il y aurait maintenant un avantage pour le port du masque. Et voici en quoi ces articles-là, c'est complètement, je vais dire en langage commun, de la foutaise, là. Et d'ailleurs, les articles ont été... Il y a eu des demandes qu'ils soient retirés par des associations, par des groupes de chercheurs. Il y a eu des critiques très sévères des quelques articles là, qui ont dit de telles bêtises. Et donc, on a écrit à l'OMS une lettre de 9 pages très détaillée et aussi on a énuméré les dommages qui peuvent avoir lieu si vous faites ça. On n'entend jamais vraiment parler des dommages à travers les médias conventionnels où on n'entendra pas parler. Ça serait quoi, par exemple, donc, premièrement, l'OMS elle-même, le plus grand danger qu'ils reconnaissent et qu'ils décrivent depuis toujours dans la littérature, etc., c'est que quand on porte un masque, ça accumule les substances qui sont dans l'air, ça les arrête sur le masque, ça les accumule. Donc, des gouttelettes qui ont des pathogènes, qui ont des virus, des gouttelettes, des particules, etc., ça les accumule sur un matériau près de notre visage, près de notre bouche, notre nez, nos yeux. Ça les concentre. Mm-hmm. Et inévitablement, donc, la personne va toucher, bouger le masque et se toucher, et toucher d'autres personnes. Ouais. Donc, c'est un instrument qui concentre les pathogènes près du visage de la personne et que la personne va ensuite transporter avec elle pendant tout le temps du port du masque. Qu'ensuite, elle va être obligée d'enlever le masque. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le masque? Comment est-ce qu'elle va se débarrasser du masque? Où est-ce qu'elle va le mettre en storage avant de le remettre le prochain jour ou à la prochaine sortie, je ne sais pas. Donc, ce danger-là a été considéré un danger très sérieux et très réel parce que les tests qui avaient été faits dans le milieu clinique où les cliniciens avaient été entraînés sur la port du masque, où le masque doit être jeté après l'utilisation et où il y a une certaine façon de le mettre et de l'enlever. De ne pas l'ajuster, de se laver les mains immédiatement après. Il y a tout un protocole médical sur l'utilisation du masque en milieu clinique. Et donc, et les associations ont toujours dit, ben, ça serait difficile de s'attendre à ce que la population générale suive un tel protocole. Donc, il y a des risques, ça empire les choses plutôt qu'aider. Donc ça, c'est un danger admis de la port du masque. Sur YouTube, par exemple, des gens qui ont fait des tests, notamment avec le port du masque, la respiration, l'oxygène, le niveau d'oxygène qui descendait et on atteignait un seuil limite, là, à 89, je crois, de taux d'oxygène, on rentre en hospitalisation dans les hôpitaux. Là. C'est sûr que ça contraint la respiration. Et chose importante, c'est qu'à mesure qu'on le porte, surtout dans l'été, quand c'est humide, il y a condensation, accumulation d'humidité sur les fibres et ça bloque les pores du masque. Donc, c'est de plus en plus difficile à respirer à travers le masque, juste avec l'humidité normale qui vient de notre respire, etc. Et ça, c'est très sérieux, là. C'est plus le masque idéal qu'on a testé en laboratoire. Ça devient un linge mouillé qu'on a sur le visage, je veux dire, essentiellement, là, si on simplifie. Et c'est très difficile, c'est presque une torture d'essayer de respirer avec ça. Exactement. Okay? Et en plus, ça ne fonctionne absolument pas. Dès que le masque est bouché de cette façon-là par l'humidité, d'expirer, ça soulève le masque. Même s'il est bien ajusté, ça le soulève. Les masques ne sont même pas bien ajustés. Les particules aérosols dont je parlais, les plus fines tailles, la fraction de plus fine taille, elles vont passer là où l'air passe. Okay? Donc, à côté du masque, là où il y a des pores un peu plus grands, là où il y a des défauts sur la peau, etc., s'il est bien ajusté, si c'est un masque sophistiqué plutôt que juste un masque chirurgical ou autre. Ça arrête en rien les particules aérosols qui, elles, transmettent le virus. Ni à l'entrée, ni à la sortie. OK, ça c'est clair. Mais revenons au danger du masque. Par exemple, si on accumule des particules dans un système, dans un environnement humide comme ça, etc., est-ce que des plus grosses particules qui sont arrêtées par le masque vont finir par se briser ou s'évaporer ou faire en sorte qu'il va y avoir des particules qui normalement on n'aurait pas respiré, que maintenant on a fait entrer sur le masque, est-ce que elles vont finir par nous infecter? Parce qu'ils sont en proximité, puis on ne connaît pas les réactions qu'il va y avoir sur le masque. Quand on est une organisation aussi grande que l'Organisation mondiale de la santé, comment on peut
peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais comment on peut arriver à s'appuyer sur des études probablement biaisées, parce que j'imagine qu'ils se sont appuyés sur quelques études pour pouvoir changer leur fusil d'épaule? Écoutez, quand on fait une politique draconienne qui va complètement changer la société et la vie des gens, il faut que ça soit basé sur quelque chose de solide. On ne peut pas utiliser... Il faut être certain que les études scientifiques qu'on utilise ne sont pas biaisées. Donc, on ne doit utiliser que les études les plus fiables, les études où le design expérimental de l'étude est tel à éviter que ça soit un résultat biaisé. On ne peut accepter que des études comme ça. Voyez-vous, il s'est passé quelque chose de bizarre. On s'est dit, puisqu'on a déclaré que c'est une pandémie, donc c'est une pandémie, donc il faut sauver le monde, donc on peut admettre des études scientifiques qui ne sont pas du haut standard habituel. Parce que ça nous prend des informations, puis il faut utiliser toutes les informations, puis toutes les informations, c'est mieux que moins d'informations, même si c'est des mauvaises informations. OK? Alors, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Quand il y a une panique, quand il y a une pandémie, quand on essaie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut utiliser les meilleures données, uniquement les meilleures données. On ne peut pas se baser sur des choses biaisées, des choses à moitié faites, des choses préliminaires pour établir des politiques draconiennes. C'est comme le monde à l'envers. Ouais. C'est une logique inverse. C'est comme, ils vont dire, « Ah, mais c'est parce qu'on applique le principe de précaution. » C'est complètement ridicule de dire ça. Le principe de précaution, c'est le contraire de ce qu'ils font. Ouais. Le principe de précaution, c'est que le gouvernement, avant d'appliquer une politique draconienne, doit être certain qu'il a éliminé la possibilité des dangers potentiels. Ouais. Si on a un manque de données, on ne peut pas appliquer la politique draconienne. C'est ça le principe de précaution. C'est que s'abstenir. Le gouvernement ne peut pas risquer de faire du tort s'il n'y a pas vraiment une bonne information qui démontre qu'il doit faire cette politique draconienne. C'est ça le principe de précaution. Alors là on est rendu dans un monde de fous où même les scientifiques vont dire « Ouais, c'est vrai, mais j'en connais un. Ouais, c'est vrai, mon étude ne montre pas un avantage à porter le masque, mais par le principe de précaution, je vais quand même le recommander dans mon article. J'ai aucune donnée qui appuie ça, mais je vais faire le commentaire que c'est quand même bon Oh là là! On a cette mentalité-là que si tu mets le masque, c'est pas pour toi nécessairement, mais c'est pour le bien d'autrui, pour sauver la vie des gens autour de toi. L'argument est souvent tourné à l'envers comme ça. La même chose est vraie par rapport à la liberté de parole. Hein? Les droits, les personnes vont argumenter qu'ils ont le droit de te faire taire parce que tes mots peuvent leur faire du mal. Okay? C'est comme une espèce de logique. Distorsion. Une distorsion. C'est une justification pour la censure, pour des actions absurdes des gouvernements. On est dans l'absurde, là. On est dans un monde d'absurde. Il n'y a aucune démonstration que si je porte un masque, ça va diminuer ton risque à avoir l'infection. Il y a plein de mesures qui ont essayé de déceler un tel effet. Ils n'ont jamais décelé un tel effet. S'il y avait un effet significatif dans ce sens-là, ça aurait été décelé dans les nombreuses études comparatives sérieuses sans biais. Okay? Il n'y en a pas eu. Donc, l'argument ne tient pas. C'est de l'invention. La peur. Oui, c'est comme, on peut dire, tu sais, on peut dire, tu n'as pas le droit de tirer de la carabine en ville près des gens, des régions peuplées, même si tu te dis, c'est pas mon intention de tuer quelqu'un, j'essaie de frapper la cible, mais si vous marchez devant, c'est votre responsabilité et péril. Ouais. Ça, OK, on voit le vrai danger. Ça a été établi, on n'a pas besoin d'un scientifique expert pour nous dire qu'il y a un vrai danger. Mais jusqu'où on va aller avec ça quand on diminue le lien entre l'action de l'individu et le danger à l'autre? Et qu'on le diminue à un point où c'est même plus mesurable. Ouais. Okay? C'est même plus mesurable par la science la plus avancée, la plus sophistiquée qu'on possède, qui a essayé et qui a designé des études pour déceler cet effet-là, qui ne peut pas le déceler. On recommande fortement le port du masque à certains endroits, et même dans certaines villes, on a tendance à vouloir le rendre obligatoire. Selon vous, est-ce qu'il se cache quelque chose derrière le masque, comme par exemple l'asservissement d'une population, le porter une population à la soumission ou au silence? Bien, à mon avis, ce n'est pas tellement caché,
parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de base scientifique. Et de toute évidence, ce que l'OMS a fait est une action politique. Donc, c'est pas très caché que la vraie raison n'est pas basée sur la santé publique. Ça, c'est clair. Moi, j'en suis venu à la conclusion que la raison d'insister, la raison que l'establishment veut à tout prix qu'on accepte le masque comme méthode de se protéger, c'est parce que c'est un acte concret où le citoyen admet qu'il est en danger d'un pathogène. Donc, c'est une façon d'impliquer la personne dans cette croyance stupide et fausse qu'il y a un virus qui cause une maladie respiratoire qui a une qualité différente que tous ces virus-là des décennies passées. Ça fait croire à l'individu que le gouvernement donne des bonnes recommandations pour le protéger, alors que le gouvernement garde les gens en danger et fait... Si par exemple on s'attardait à savoir quels sont les vrais modes de transmission, quelle est la vraie raison, la raison principale dominante il peut y avoir des hautes mortalités dans certains endroits, dans certaines institutions. Dès qu'on se pose ces questions-là, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec les masques et que ça a beaucoup à voir avec une responsabilité des gouvernements et des organismes pour protéger ces gens-là et pour trouver les vraies causes de ce danger. Comme par exemple, puisqu'on comprend que c'est les particules aérosols fines qui transmettent la maladie, ben, ce n'est pas un masque dans un institut où il y a une haute densité de ces particules-là qui va vous aider. Il y a une question importante qui est celle que ça habitue la population à accepter des directives qui sont absurdes, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de base scientifique. Ça habitue les gens à faire ce qu'on vous dit parce qu'on vous le dit, puis qu'on vous dit que nos experts et nos médecins disent que c'est la bonne chose. Ouais. Donc, il y a une accoutumance qui se crée qui est très néfaste à la société. On croit sans se poser de questions, sans faire de recherche nous-mêmes. Oui, et on crée cette accoutumance-là et on habitue la personne à réagir de cette façon-là. On a entendu pendant 3 semaines sur les médias qu'il y a une pandémie, on nous recommande de faire telle chose, donc on va le faire. Et parce que cette accoutumance-là, c'est très important ce point-là. Et d'ailleurs, on a parlé dans notre lettre à l'OMS, c'est qu'il y a une étude scientifique récente qui a été faite juste l'année passée par justement le directeur de mon association est le premier auteur de cette étude en physique, qui est une étude de la physique théorique de la société. Et cette étude-là, qui a été publiée dans un grand journal, explique que la société a une évolution progressive, qui a une dégradation vers un état totalitaire, dépendant des paramètres dans la société. Et les 2 paramètres essentiels qu'ils ont identifiés, c'est le niveau auquel la société est autoritaire. Ça veut dire, est-ce que l'individu a une bonne chance de réussir s'il s'oppose à une règle arbitraire? Si l'individu a très peu de chances de s'opposer à une telle règle, ça veut dire que la société est très autoritaire. Ça, c'est un des paramètres. Et l'autre paramètre dans le modèle qui est très puissant, qui a été développé, c'est le niveau de violence dans la société. Et donc, dans cette application-ci, le niveau de violence, c'est à quel point est-ce que l'amende pour ne pas payer le masque est élevée. Est-ce qu'on risque d'aller en prison, etc., si on insiste vraiment? Est-ce qu'on risque de se faire physiquement pris et enlever des lieux, etc.? Donc, à quel niveau est-ce que les conséquences sont violentes? Okay? Donc, ces deux paramètres-là déterminent si la société est une société qui peut progressivement aller vers l'état totalitaire. Il y a comme ce qu'on appelle un diagramme de phase, là, puis dépendant de la valeur de ces paramètres-là, la société peut être une société qui peut évoluer graduellement vers un état totalitaire. Et donc, le Canada et les États-Unis, quand on regarde les données et qu'on compare avec des choses mesurables, seraient des États comme ça. Oh oui. Et donc, l'accoutumance à recevoir des ordres et ne pas les contester, ça ne frustre pas cette dégradation vers de plus en plus un état totalitaire. Alors que de s'opposer, ça maintient l'équilibre et ça ramène un peu les choses vers un état
plus libre et démocratique. Est-ce que vous diriez que on s'est peut-être servi d'une fausse pandémie pour arriver à tranquillement enlever certains de nos droits et libertés? Moi, ce que je crois, vous me demandez mon opinion, là, évidemment, je ne connais pas ces gens-là, puis je n'ai pas l'occasion de discuter avec eux, mais ce que je crois, c'est que les gens qui gèrent la structure et le design de la société, hein, l'élite globaliste mondiale, les gens les plus influents qui influencent les Nations Unies, qui influencent tous les gouvernements, etc., ces gens-là, sans cesse, font des choses pour maintenir leur pouvoir et pour maintenir l'obéissance et à ce que les gens, la population, acceptent la structure de la société. Et c'est continu, ça. Il y a une grande créativité, ils ont beaucoup de chercheurs, ils ont beaucoup de meetings et ils font ça constamment. Est-ce que c'est justifié de rendre le monde malade, de rendre nos enfants malades dans un retour à l'école où ils sont obligatoires, c'est obligatoire pour eux de rester dans leur petit cercle puis de ne pas dépasser ça pour respecter le 2 mètres. Il semble y avoir des contradictions. En France, c'est 1 mètre. À l'école, c'est 1,5 mètre parce que les enfants sont plus jeunes, moins de risques de propagation. Puis nous, ici au Québec, ou j'imagine en Ontario, c'est la même chose parce qu'on tourne l'entrevue à Ottawa aujourd'hui. 2 mètres de distanciation sociale, c'est un peu farfelu. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui justifient ça? Où on en est là-dedans? OK. J'ai même pas envie de parler des études scientifiques parce que c'est tellement absurde. Je veux dire, on peut démontrer dans une mesure que les gouttelettes de crachat vont tomber en dedans d'1 mètre ou 2. On peut démontrer ça, mais c'est pas ça la question. La question est quel est le mode de transmission le plus probable de ces maladies? Et c'est les très fines particules aérosols, un point, c'est tout. Donc, tout le reste. Il y a des études sérieuses comparatives qui ont montré que la distanciation et même se laver les mains, ça n'a à peu près pas d'effet. Les masques aussi, ça n'a pas d'effet. Okay? Mais on peut faire une mesure où on démontre qu'un virus va vivre un certain temps sur une surface. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le mode de transmission. Ouais. Ça veut juste dire qu'un virus peut vivre un certain temps sur une surface. Et pour connaître le mode de transmission, il faut faire des mesures contrôlées qui démontrent ça. Et il faut utiliser, c'est une recherche interdisciplinaire qui doit être sérieuse. Et donc, les études les plus fiables que j'ai lues montrent sans ambiguïté les particules aérosols. C'est pour ça que c'est saisonnier, c'est pour ça qu'il y a une charge hivernale de mortalité, etc., etc. De toute évidence, ils sont allés trop loin. C'est complètement aberrant de faire vivre des enfants dans une bulle. De plus en plus, on l'entend à la télévision, on l'entend dans les médias, on l'entend de la part de nos politiciens. C'est comme si on nous dit qu'il y a un new normal. On est déjà dans une certaine dystopie. Dystopia? Oui, dystopie, ouais. Fiction. Fiction. Parce que on voit que la grande majorité de la population, en tout cas la classe moyenne et professionnelle, a accepté toute cette non-sens. Il l'a avalée de toutes pièces et est prête à la défendre et à la propager. Alors, comment ça peut arriver, ça? Comment ça peut arriver que quelque chose qui n'a aucune base scientifique, qui est complètement stupide et aberrant, inventé de toutes pièces parce que des maladies respiratoires virales, il y en a toujours, à tous les hivers, partout, c'est-à-dire dans cette bande de latitude là où ça existe, où la maladie est transmise. Alors, comment c'est possible de nous avoir convaincus de ce virus magique qui peut tuer instantanément, de façon accélérée, partout dans le monde en même temps, puis tout ça? Comment ils sont arrivés à nous convaincre que tout ça, ça avait de l'allure? Je vous dirais même plus que ça. Comment on est arrivé, nous, à accepter de faire 20 minutes d'attente à l'extérieur avant de rentrer dans un magasin ou dans une épicerie ou à la SAQ? C'est aberrant. C'est aberrant. On est devenus des zombies. On accepte des choses parce qu'on nous dit qu'il y a un danger invisible là, qui nous attend. Vous parlez de particules depuis le début de notre conversation. Ça se maintient dans les airs. C'est la façon plus plausible d'attraper un virus par voie respiratoire notamment. Ces particules-là restent combien de temps dans les airs? Vous savez, on pense qu'on sait beaucoup de choses, mais on sait toujours beaucoup moins
que les choses qu'on sait. On sait que il y a des mesures qui démontrent que ces particules-là ont moins de 2 micromètres de diamètre. Et que quand elles ont à peu près 2,5 micromètres de diamètre, que dans un air sans courant, elles peuvent rester en suspension, disons, quelques heures. Okay? Mais dès qu'il y a des courants, dès qu'il y a des mouvements, et aussi, les particules peuvent être beaucoup plus petites que ça, qui sont encore plus en suspension, qui sont plus... ça ressemble... Plus la particule est petite, plus elle se comporte presque comme une molécule. C'est-à-dire, les molécules, la gravitation aura à peu près pas d'effet sur elles. Donc, vous savez, c'est très difficile de mesurer la distribution des tailles des particules et le type de particules et combien il y a de virions, de virus dans chaque particule. Ces mesures-là sont pas évidentes. Et il y a des mesures très poussées qui peuvent être faites, mais il y a toujours des techniques expérimentales. Il faut recueillir un échantillon, il faut ensuite faire... on ne peut pas aller identifier chaque particule, donc on fait une mesure globale sur une analyse génétique du matériau qu'on a collecté, puis on conclut qu'il devait en avoir tant de virus par volume d'air. Tu sais, c'est toujours compliqué. Donc, mais si on voulait, on pourrait faire des études qui peuvent répondre en grand détail à ces questions-là. Ouais. On pourrait découvrir, mais c'est pas ça qui est... On ne met pas l'emphase sur ces choses-là. Moi, je vous posais la question plutôt par rapport à la distanciation sociale. Si la particule demeure constante dans l'air, de là encore plus l'adhérence de faire une distanciation sociale, parce que même si je suis à 2 mètres, si je m'avance puis la particule, elle est là, je peux quand même... Il y a par exemple un cas célèbre qui est décrit dans la littérature scientifique où les gens ont été assis sur le tarmac dans un avion pendant je ne sais pas combien d'heures, là, et puis il y avait une personne qu'on savait avait la grippe, là, puis à la fin, presque tout le monde avait la grippe. C'est-à-dire tout le monde a éventuellement eu la grippe à cause de cette expérience d'être resté dans l'avion avec une personne ou peut-être quelques personnes qui avaient la grippe et donc qui émettaient des particules très fines puis qui se répandaient partout. Puis vous savez, en physique, on parle de mouvements browniens, on parle de ces particules qui ne sont pas affectées tellement par la gravité. Et on va finir par en respirer une ou deux. Est-ce que c'est ces particules-là qui ont justifié, si ça m'amène à vous parler du confinement, de confiner les gens? Est-ce qu'on a confiné les bonnes personnes ou on a confiné les mauvaises personnes? Confiner, c'est-à-dire empêcher les gens de sortir de la population. Non, c'est absurde, c'est ridicule. Il n'y a aucune justification pour ça. Et de toute façon, c'est une grippe. OK? C'est la première chose qu'on doit venir à comprendre quand on regarde mortalité, toute cause. Il n'y en a pas eu plus. La charge hivernale n'est pas plus grande que d'habitude. Ouais. C'est une grippe. Et une grippe, ça veut dire une multitude de différents virus qui peuvent donner des maladies respiratoires qui coévoluent avec des animaux qui respirent depuis 300 millions d'années, qui coévoluent avec nos ancêtres depuis 5 millions d'années, qui ont toujours été là, notre système immunitaire s'est toujours co-adapté à ces différentes mutations, etc. Il n'y a pas d'exemple historique où un tel virus de maladie respiratoire a été virulent de lui-même, où on peut prouver là, que c'est à cause de la structure génétique particulière de ce virus-là que tout d'un coup, il est beaucoup plus virulent qu'une autre variété de cette catégorie de maladie-là. Non, c'est une question de l'immunovulnérabilité de la population qui est atteinte. Donc, historiquement, on peut voir que c'était des populations très, très stressées au niveau immunitaire et au niveau de la santé qui ont pu être attaquées avec des hauts taux de mortalité. Mais depuis 30, 40 ans, ça n'existe pas. Dans nos sociétés, là, je veux dire. Pensez-vous que si on n'avait pas confiné les gens, on aurait déjà fini d'en parler? On n'aura jamais fini d'en parler tant que les médias décident d'en parler. Je veux dire, ils vont en parler là, tant qu'ils peuvent. Pour qu'ils arrêtent d'en parler, il faudrait qu'il y ait un mouvement culturel dans la société où ils sont ridiculisés d'en parler. Ouais. Aussitôt qu'on arrive à ce point tournant où on commence à les ridiculiser dans leurs propos et que ça marche, et ça, souvent, ça se fait par YouTube et par les médias sociaux,
Là, ils commencent à changer leur fusil d'épaule. Mais il reste qu'il y a une grande fraction de la population qui ne voit que la télévision, du câble ou que certaines émissions. Et ces gens-là, on ne peut presque pas les atteindre, là. Ils restent là-dedans, puis on les pompe. Merci, M. Rancourt, de nous avoir donné cette opportunité-là, d'avoir cette entrevue avec vous aujourd'hui pour discuter sur ces sujets extrêmement importants, sujet de l'heure aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment vous remercier. C'était un honneur pour l'équipe de Théovox d'être avec vous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à la maison de nous avoir suivis, d'avoir été à l'écoute, et puis je vous dis à bientôt.